Bonjour à tous et merci de venir assister à cette assister entre guillemets à cette session qui est dédiée donc au post-TAVI, au suivi post-TAVI. Et donc pour modérer cette session, j'ai la chance et le privilège d'être avec Nicole Karam, une spécialiste des pathologies valvulaires qui travaille à l'HEGP, MitraClip, TriClip, mais là on va parler du TAVI. Une pathologie qui a aujourd'hui une technique qui a 18 ans, donc qui arrive à l'âge adulte, une technique française. C'est important de le rappeler, Léa Cribier qui a mis au point cette technique. En 2019, le TAVI est passé devant la chirurgie pour le traitement de la pathologie aortique, du rétrécissement aortique. Je crois que c'est un élément important à rappeler. Et deuxièmement, c'est que cette pathologie, probablement dans les 50 ans, va doubler en termes de prévalence. Donc, on va avoir de plus en plus de patients à suivre en consultation dans le cadre du post-TAVI. Donc, une problématique qu'on va aborder pendant toute cette session avec les différentes thématiques. Et on a un casting absolument remarquable avec Pierre Lantelme, Hélène Etchelinov, Bernard Young et Bernard Chevalier pour répondre à nos problématiques autour de cette pathologie. Donc, premier intervenant sera Pierre Lantelme de Lyon, qui va nous parler de la problématique du traitement antithrombotique dans le post-TAVI. Merci Pierre. Bien, bonjour et merci au comité d'organisation pour ce sujet, qui est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'actualité en 2020. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, si on discute un traitement antithrombotique après TAVI, c'est pour prévenir des événements, et notamment les AVC. Et cette diapositive pour illustrer le fait que, malgré les améliorations techniques, finalement, le taux d'AVC reste relativement stable si on se base sur les dernières études en 2017. Quelles en sont les causes? Les causes de ces AVC sont multiples. Pour les AVC périprocéduraux, on a un rôle évident de l'embolisation du matériel valvulaire ou des débris athérothrombotiques aortiques. On a toute la question de la thrombose de valve au niveau des AVC un petit peu plus tardifs, on en dira un mot juste après. Et puis, on a chez ces patients âgés la fibrillation atriale et les autres facteurs de risque qui peuvent jouer un rôle tout au long de leur suivi. La thrombose de valve, c'est une entité qui commence à être de mieux en mieux identifiée. On a pas mal de publications sur le sujet, dont celle-ci en 2017, sur un peu moins de 1000 patients, qui montraient que cette thrombose partielle pouvait, au scanner, toucher 13% des patients. Elle était dans l'immense majorité des cas totalement asymptomatique, se résolvait sous anticoagulant, ce qui attestait bien de son caractère thrombotique. Et dans ce travail, il y avait un lien avec les accidents ischémiques transitoires, mais ceci reste très controversé. Deuxième événement thrombotique qu'on cherche à éviter, c'est évidemment la thrombose coronaire avec la prévention de l'infarctus et puis la prévention de la thrombose de stent. On a regardé avec Laurent Fauchier sur la base PMSI nationale d'un peu plus de 55 000 TAVI traités depuis 2010. Le taux de PCI réalisé aux alentours du TAVI, c'est-à-dire 90 jours avant jusqu'à 90 jours après, est de 15% des cas, avec assez peu de PCI réalisés dans un contexte de syndrome coronarien aigu, moins de 6%. Et encore même une situation qui va être fréquente. Alors pour la suite, pour discuter d'un traitement antithrombotique, évidemment, il faut prendre en considération le risque de saignement et notre décision va toujours se baser sur l'équilibre entre risque thrombotique et risque de saignement. Alors dans ces risques de saignement, il y a des risques qui sont périprocéduraux, qui touchent l'accès vasculaire, la gestion des traitements anticoagulants, des thrombopénies post-TAVI, des déficits de facteurs de coagulation, et puis on va avoir des facteurs qui, eux, vont être présents au long cours, l'âge, les comorbidités, et évidemment le traitement antithrombotique. Alors, on va aborder pour la suite du topo une présentation bien classique en différenciant le patient qui n'a pas besoin d'anticoagulation, donc en pratique le patient qui n'est pas en fibrillation atriale. Vous savez que la règle jusqu'à présent, c'est double antiagrégation plaquettaire pendant 3 à 6 mois, simple antiagrégation plaquettaire ensuite, en ayant comme alternative une simple antiagrégation plaquettaire d'emblée si le patient est à risque hémorragique. Là, on a une étude qui a été publiée en 2020 et qui apporte du nouveau sur ce sujet. Elle a comparé
l'aspirine seule versus la double antiagrégation plaquettaire classique, avec des endpoints qui étaient pour les primaires des complications hémorragiques, et puis pour les critères secondaires plutôt des complications thromboemboliques. Le follow-up a été de 12 mois. Cette étude est positive, elle montre que l'aspirine seule fait mieux que la double antiagrégation plaquettaire en termes de risque hémorragique, mais surtout elle ne fait pas moins bien que l'association en termes de complications antithrombotiques. Donc c'est un résultat qui est très important pour notre pratique. La deuxième question qui est posée chez ces patients sans indication d'anticoagulant, c'est est-ce que quand même il peut être intéressant de mettre un traitement anticoagulant, et on a en arrière-fond l'idée de ces thromboses de valves notamment. Donc là, on a une publication récente qui est l'étude Galileo, qui a aussi été publiée cette année, qui a testé une stratégie par rivaroxaban associée à 3 mois d'aspirine versus une double antiagrégation plaquettaire classique, avec des critères d'efficacité sur les événements thrombotiques et des critères de sécurité sur les saignements. Cette étude a été arrêtée prématurément pour une surmortalité, un surcroît d'événements thrombotiques dans le bras anticoagulant, ainsi qu'un surcroît d'événements hémorragiques. Donc cette étude, elle est négative pour la stratégie anticoagulant, notamment, en tout cas pour le rivaroxaban. Alors si on résume un petit peu ces données, finalement, la simple antiagrégation plaquettaire semble faire mieux que la double antiagrégation plaquettaire, avec moins de saignements, pas plus de complications thromboemboliques. Et la double antiagrégation plaquettaire fait mieux que le rivaroxaban, avec moins de complications thromboemboliques et une tendance à moins de saignements. Donc, il est à parier que la simple antiagrégation plaquettaire risque de prendre une part de plus en plus large dans notre pratique, que la double antiagrégation plaquettaire va être réservée aux patients stentés, et en tout cas pour l'instant pas de place aux anticoagulants et notamment au rivaroxaban. Donc deuxième situation, deuxième cas de figure, on a une indication d'anticoagulant, et là la première question qui est toujours une question brûlante, c'est est-ce qu'on peut utiliser les anticoagulants oraux directs par rapport aux anticoagulants classiques de type antivitamine K. Là, on n'a pas encore la publication des essais randomisés, mais on a quelques registres, dont celui-ci, le registre Océan multicentrique japonais, qui semble suggérer que les AOD font plutôt mieux que les anticoagulants. Alors après, toute la question, c'est de savoir si on peut les donner d'emblée, ou ici, il peut y avoir un intérêt à donner des anticoagulants classiques pendant les premiers mois. C'est une question qui reste ouverte et on ne peut pour l'instant pas proposer de recommandations. Dernière question, c'est finalement quand est-ce qu'on doit adjoindre un antiagrégant plaquettaire à un patient qui a besoin d'une anticoagulation? Alors, première réponse assez tranchée, pas dans le cas standard, puisqu'on a là aussi la publication de l'étude Popular-TAVI cohorte B, qui a testé l'ajout systématique de clopidogrel à un traitement anticoagulant donné notamment pour de la fibrillation atriale. Et bien, cette étude est en défaveur de l'ajout de clopidogrel systématique, puisque cet ajout s'associe à un surcroît d'événements hémorragiques sans bénéfice sur les événements thromboemboliques. Bien sûr, la situation où on va avoir besoin d'adjoindre un antiagrégant plaquettaire, un ou plusieurs antiagrégants plaquettaires au traitement anticoagulant, c'est la situation de l'angioplastie récente. Et donc là, je vous renvoie aux recommandations européennes notamment, avec en pratique une indication de triple association qui a tendance à être de plus en plus courte, 1 semaine à 1 mois, et puis une indication de double traitement thrombotique avec un antiagrégant et un anticoagulant, dont la durée va varier entre 6 et 12 mois selon le risque hémorragique et le risque thrombotique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet qui est sans cesse en évolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour la clarté de ton topo. On a une question là qui nous est posée par le chat, et je vous encourage d'ailleurs à nous poser des questions. Si tu as un antiagrégant plaquettaire à choisir, tu prends lequel? Aspirine ou clopidogrel? Ou un autre? Bon, je ne crois pas qu'il y ait de données comparatives face-to-face, mais la plupart des données utilisent l'aspirine. Donc, je partirai plutôt sur l'aspirine. Très bien. Nicole, on a d'autres questions éventuellement sur cette problématique des anti-agrégants plaquettaires ou antithrombotiques? Nous n'avons pas d'autres questions de l'audience, mais en tout cas, je vous encourage à nous envoyer vos questions via le chat.
En tout cas, pour une histoire de temps, on va de toute façon devoir passer à la présentation suivante avec le professeur Elchaninov qui va nous parler de l'apparition de gradients en post-TAVI. Donc, quelle prise en charge, quels examens. Merci Hélène. Mesdames et messieurs, chers confrères, donc Hélène Elchaninov du CHU de Rouen, je vais vous parler du problème de l'augmentation du gradient transvalvulaire après implantation d'une valve aortique par voie percutanée. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, habituellement, après l'implantation d'une valve percutanée, on s'attend à avoir un résultat hémodynamique excellent, qui est même meilleur qu'après l'implantation d'une valve chirurgicale. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de gradient hémodynamique lorsqu'on prend la mesure de part et d'autre de la valve en fin de procédure. Et à l'échographie cardiaque transthoracique, en général, on a un gradient moyen qui est inférieur à 10 mm de mercure, ce qui traduit donc un excellent résultat d'une implantation. Si le gradient est élevé après l'implantation d'une valve, c'est toujours anormal et cela mérite investigation. L'élévation du gradient peut être immédiate ou peut être différée. Et c'est très important d'avoir un diagnostic précis, bien sûr, pour adapter au mieux la prise en charge. Alors, lorsque l'élévation du gradient est immédiate, c'est-à-dire observée dès l'implantation de la valve, c'est bien sûr totalement anormal. Il s'agit d'un mismatch et je vais vous en parler la diapositive suivante. Lorsque l'élévation du gradient est décalée, c'est-à-dire qu'il était normal après implantation et qu'il s'élève, il faut absolument évoquer trois choses graves qui peuvent survenir, une thrombose de valve, une endocardite ou une détérioration structurelle de la valve. Et encore une fois, c'est très important d'avoir un diagnostic précis. Alors, qu'est-ce que le mismatch? Le mismatch, c'est une définition un petit peu complexe. C'est l'observation d'une surface de l'orifice aortique plus petite que ne le voudrait la surface corporelle du patient et donc la création d'un gradient transvalvulaire. Il y a une définition précise. On parle de mismatch lorsque la surface effective de l'orifice est inférieure à 0,85 cm² par mètre carré et ce mismatch est sévère lorsque c'est inférieur à 0,65 cm² par mètre carré et c'est modéré entre les deux. C'est très important parce que ça peut avoir un impact sur le suivi du patient et il a été évoqué des risques de dégénérescence accrue. Lorsque le gradient s'élève durant le suivi, qu'est-ce qui peut se passer? Encore une fois, donc il faut absolument rechercher un diagnostic précis et on va aborder chacune de ces trois complications successivement. Il peut y avoir une thrombose. Vous voyez sur les deux photos du dessus des cas autopsiques de description d'une thrombose, à gauche d'une corps-valve, à droite d'une valve sapien. Une image échographique où finalement on ne voit pas grand-chose. Ce que l'on sait, c'est que la thrombose de valve cliniquement significative est très très rare, c'est moins de 1% des cas. C'est le plus souvent infraclinique. Et lorsque c'est infraclinique, c'est une découverte finalement à l'occasion d'un scanner qui est fait pour autre chose, dans le cadre de la recherche ou pour d'autres éléments. Ça peut survenir avec tout type de valve, chirurgicale, percutanée. Et c'est le scanner qui est l'examen clé qui va vraiment faire le diagnostic avec ces images que vous voyez ici, ces images noires que vous pouvez voir sur un ou plusieurs feuillets. Et le traitement, c'est l'anticoagulation orale prolongée. C'est vraiment ça le traitement. Ensuite, ça peut être une endocardite lorsque vous avez un gradient transvalvulaire qui augmente. C'est rare l'endocardite, c'est pas plus fréquent qu'après une chirurgie pour bioprothèse. C'est 0,3 à 1,2% par patient par an. Ça se manifeste non seulement par éventuellement un gradient élevé, mais aussi une fuite aortique centrale, de la fièvre, de l'insuffisance cardiaque. Le délai d'apparition est variable. Ça peut être rapide, ça peut être retardé. Et bien entendu, en plus des hémocultures, l'échographie transœsophagienne est un examen très important qui permet de mettre en évidence des anomalies. Et on peut avoir besoin de s'aider d'un scanner ou même d'un PET scan. Vous voyez ici des images échographiques qui montrent typiquement des images anormales, comme indiqué par la flèche. Et le scanner vient encore plus précisément mettre en évidence la végétation, l'abcès et le faux anévrisme. Et l'endocardite, ça se traite par antibiothérapie parentérale, voire réintervention si c'est nécessaire. Donc, c'est une complication très grave.
Ensuite, l'élévation du gradient, cela peut être une détérioration de la valve. On connaît bien ça avec les valves chirurgicales. Et une détérioration d'une valve, d'une bioprothèse, ça peut être soit une sténose, soit une insuffisance aortique centrale, soit les deux. Et donc, vous voyez que le diagnostic en échographie est difficile. On voit une image un peu dense, mais c'est très difficile de faire le diagnostic. Et encore une fois, c'est le scanner qui va apporter des éléments déterminants avec, vous voyez ici, cette densité qui témoigne d'une anomalie et d'une dégénérescence de feuillets valvulaires. Alors, comment est-ce que c'est fréquent, la dégénérescence structurelle des valves? On sait que c'est à 5 ans, jusque-là, ça n'a pas été démontré dans les études randomisées. Vous voyez ici l'étude partenaire, chirurgie versus valve sapien. Le gradient inchangé à 5 ans est comparable entre les deux méthodes. Si on regarde toutes les séries qui ont été publiées, on voit que de nouveau, la dégénérescence du TAVI, c'est pas du tout un signe d'alerte, puisque une dégénérescence sévère, hein, donc un gradient en plus de 40 ou une insuffisance aortique importante, n'est notée que dans moins de 4% des cas, et une réintervention dans 0 à 1% des cas. Et on a même la chance d'avoir une étude toute récente, randomisée, qui vient d'être présentée à 8 ans, avec la Corvalve, étude randomisée versus chirurgie chez des bas risques. Et voyez que la performance hémodynamique reste tout à fait bonne, et même meilleure avec la valve percutanée que chirurgicale. Et le taux de dégénérescence en bas à droite est absolument identique. Donc, un élément très rassurant. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Si on a une élévation isolée du gradient, on élimine le mismatch, on exclut les causes d'élévation du débit cardiaque, on recherche la thrombose par scanner, on recherche l'endocardite par ETO, éventuellement scanner, et alors ça peut être une possible dégénérescence. Si c'est associé à une insuffisance aortique, ça ne peut être qu'une endocardite ou une dégénérescence de valve. Et donc, le traitement, ça dépend du mécanisme. Anticoagulant si c'est une thrombose, antibiotique si c'est une endocardite, réintervention si la dégénérescence est sévère par TAVI ou chirurgie. Et donc, le suivi est capital. Il faut absolument une échographie de référence après l'implantation d'une valve et une échographie annuelle et une participation à la recherche en France et au registre français. En particulier, ici, notre registre, notre cohorte de recherche, notre réseau sur le rétrécissement aortique. Et donc, en conclusion, l'élévation du gradient après valve est toujours anormale. Les causes sont multiples et un diagnostic précis est indispensable. Le mismatch immédiatement présent doit être reconnu. Et enfin, durant le suivi, une élévation du gradient mérite investigation pour un diagnostic précis. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hélène pour cette excellente présentation, très complète d'ailleurs. J'avais une petite question pour commencer. À partir de quel seuil ou de quelle majoration de gradient doit-on sonner l'alerte et faire la batterie d'examen? Alors en fait, un résultat normal après implantation d'une valve, c'est à pas de gradient en hémodynamique et c'est un gradient final moins de 10 mm. Donc dès qu'il y a une élévation de au moins 10 mm de mercure par rapport au résultat final après implantation, il faut considérer que c'est anormal. Et après, il y a des grades. On peut parler d'élévation de gradient modéré quand c'est entre 20 et 40 et vraiment d'élévation sévère quand le gradient passe au-delà de 40 mm de mercure. Mais le message, c'est qu'il faut s'inquiéter rapidement. D'accord. On a une autre question là qui vient par le chat, qui est une question sournoise mais très pertinente. Est-ce que le mismatch est plus fréquent chez les chirurgiens et que fait-on quand on a un mismatch ? Alors, le mismatch après bioprothèse chirurgicale est assez fréquent, mais les chirurgiens s'en rendent compte. Ils savent que parfois ils implantent des valves trop petites par rapport à la surface corporelle des patients. Alors, il y a des techniques pour essayer de ne pas avoir de mismatch, c'est d'associer un élargissement de l'anneau au moment de l'implantation. Et avec le TAVI, il y a moins de mismatch parce qu'il n'y a pas toute la structure de la bioprothèse. Donc, théoriquement, il y a moins de mismatch. Et c'est vrai que les chirurgiens doivent faire l'effort de mettre les tailles de valves adaptées, même s'il faut rendre un élargissement associé à l'intervention chirurgicale. Merci beaucoup Hélène et on va passer à la thématique suivante. Existe-t-il un risque infectieux dans le TAVI ? On va demander à Bernard Young de répondre à cette question.
Bonjour, Bernard Young, cardiologue à l'hôpital Bichat. Nous allons donc traiter des complications infectieuses après TAVI. Voici mes liens d'intérêt. Parmi les complications infectieuses survenant après un TAVI, l'endocardite infectieuse est une des complications les plus fréquentes et clairement la plus grave. La présence d'une prothèse valvulaire est un facteur de risque classique d'endocardite infectieuse, ce qui a été confirmé dans des études récentes portant sur des bases de données nationales et qui ont montré qu'après un remplacement valvulaire chirurgical, l'incidence de l'endocardite infectieuse est multipliée par 100 comparativement à l'incidence en population générale. Il est désormais acquis que l'incidence de l'endocardite est la même après TAVI qu'après un remplacement valvulaire prothétique chirurgical, comme montré notamment dans cette étude danoise qui comportait une comparaison à parier afin de prendre en compte les caractéristiques des patients. L'échocardiographie a un rôle majeur dans le diagnostic d'endocardite infectieuse. Les végétations sont préférentiellement localisées sur les feuillets valvulaires, mais pas exclusivement. Elles peuvent également atteindre d'autres valves. Plus encore que pour les prothèses implantées chirurgicalement, le volume de l'armature métallique explique la fréquence des échocardiographies non contributives. De ce fait, le diagnostic de l'atteinte valvulaire de l'endocardite peut nécessiter le recours à l'imagerie multimodale, comme c'est le cas pour les prothèses chirurgicales. L'expérience est moins importante après TAVI, mais dans cette étude, l'imagerie nucléaire par PET scan apportait plus souvent un critère majeur diagnostique que l'échocardiographie. La constatation d'un épaississement des feuillets ou d'une prothèse obstructive doit être suspecte, bien que n'étant pas reconnue en soi comme un critère diagnostique majeur. L'endocardite après TAVI présente également des particularités microbiologiques. Si le staphylocoque est la cause la plus fréquente, comme c'est le cas en population générale, l'entérocoque est responsable de l'endocardite dans au moins 20% des cas, ce qui représente à peu près le double de sa fréquence habituelle. Bien qu'une contamination par l'abord fémoral ait pu être imputée, la fréquence de l'entérocoque paraît surtout être une caractéristique de l'endocardite du sujet âgé. Dans cette série de l'équipe de Marseille ne comportant que des octogénaires, la fréquence de l'endocardite à entérocoque, que ce soit sur valve native ou après remplacement valvulaire chirurgical, était de 22%, donc assez comparable à ce que l'on observe après TAVI. L'endocardite étant une complication rare, l'analyse de ces facteurs prédictifs doit porter sur de grandes séries. Cette étude nord-américaine sur les données Medicare a concerné plus de 100 000 TAVI et près de 2000 endocardites infectieuses. Elle a identifié des facteurs de risque classiques d'endocardite, comme le sexe masculin, un antécédent d'endocardite et un certain nombre de comorbidités. L'augmentation du risque d'endocardite chez les patients moins âgés était plus inattendue. Elle a également été montrée dans d'autres études et doit être prise en compte avec l'extension des indications du TAVI vers des patients à plus faible risque et plus jeunes. Par ailleurs, la survenue d'une endocardite a un impact majeur sur la survie après TAVI, comme représenté sur les courbes de survie, avec un triplement de la mortalité, même en ajustant sur les caractéristiques des patients. Le mauvais pronostic à moyen terme des endocardites sur TAVI a également été montré dans d'autres études qui rapportent de façon concordante une survie inférieure à 50% à 2 ans. Peu de patients sont opérés en raison de leur profil de risque qui avait conduit initialement à l'indication d'un TAVI, et ceci contribue à une mortalité hospitalière particulièrement élevée, en particulier à une mortalité post-opératoire élevée. Comme pour les endocardites sur prothèse valvulaire implantée chirurgicalement, l'incidence de l'endocardite sur TAVI est plus élevée dans l'année qui suit l'implantation de la prothèse, en particulier durant les 6 premiers mois. La fréquence et la gravité des endocardites sur TAVI justifient donc des efforts importants de prévention. Si une antibioprophylaxie
est indiqué après TAVI comme après chirurgie valvulaire, comme représenté dans les recommandations européennes, ces modalités ne sont pas clairement définies. Le profil microbiologique particulier de l'endocardite sur TAVI justifie a priori une antibiothérapie qui soit active sur l'entérocoque, ce qui n'est pas le cas avec les céphalosporines de première ou de deuxième génération, qui sont le plus souvent employées en prévention en chirurgie cardiaque. Compte tenu de la prééminence du staphylocoque, le dépistage du portage nasal doit également être indiqué avant TAVI, comme c'est le cas en chirurgie valvulaire. Enfin, les streptocoques d'origine bucco-dentaire sont aussi souvent responsables d'endocardite après TAVI que l'entérocoque, et ceci justifie la même vigilance quant au dépistage et au traitement des foyers infectieux bucco-dentaires avant intervention et durant le suivi du patient qu'après une chirurgie valvulaire. Après TAVI, les patients doivent donc être considérés comme à haut risque d'endocardite infectieuse, en particulier durant la première année. La vigilance vis-à-vis de l'endocardite est d'autant plus importante que le diagnostic de l'atteinte valvulaire est souvent difficile et doit faire largement appel à l'imagerie multimodale. La fréquence de l'entérocoque semble surtout liée à l'âge, mais ne doit pas faire oublier la prééminence du staphylocoque, qui est le plus souvent en rapport avec des endocardites liées aux soins. Le pronostic particulièrement mauvais est notamment lié au profil clinique des patients et au faible recours à la chirurgie. Enfin, la meilleure connaissance des caractéristiques de l'endocardite après TAVI devrait permettre de définir des mesures de prophylaxie mieux appropriées. Je vous remercie de votre attention. Merci Bernard pour ce topo très clair. J'aurais une première question qui est un petit peu polémique. Est-ce que la fréquence de ces endocardites est plus réduite lorsqu'on utilise des salles hybrides pour poser ces valves? On a assez peu de données, mais il y avait une étude publiée récemment à partir de données françaises qui a montré que les complications infectieuses dans leur ensemble n'étaient pas moins fréquentes en salle hybride qu'en salle de cathétérisme. Je crois que c'est un élément important. Nicole, je crois qu'on a d'autres questions sur le chat. Nous avons effectivement une question relative à la fréquence des endocardites très très précoces, ça veut dire avant sortie d'hôpital. Est-ce qu'on a ce genre de chiffres ? Alors, je vous ai montré tout à l'heure la répartition des endocardites en fonction du temps. On a une fréquence qui est plus élevée dans les 6 premiers mois, mais qui ne semble pas plus élevée dans le premier mois. Donc, en gros, l'incidence est à peu près doublée dans les 6 premiers mois, mais pas plus durant le tout premier mois. D'accord. Je pense qu'on a une question qui vient d'arriver. Est-ce que le bilan pré-TAVI devrait être le même que le bilan pré-chirurgical pour vous ? On n'a pas de recommandation formelle, en tout cas en ce qui me concerne, oui. J'ai conclu sur ces données parce que, compte tenu de la fréquence des endocardites à germe bucco-dentaire de l'ordre de 20%, le dépistage et le traitement de ces foyers est justifié parce que ces patients vont être à haut risque d'endocardite ultérieurement. En ce qui concerne l'antibioprophylaxie avant TAVI, il faudrait certainement mieux la standardiser. De nombreuses études ont montré qu'actuellement les pratiques sont très très hétérogènes et il faut tenir compte du profil microbiologique particulier, notamment de l'entérocoque. Enfin, comme dans toutes les endocardites en général, il faut être extrêmement vigilant au risque d'endocardite lié aux soins, faire la chasse aux cathéters inutiles et bien sûr être extrêmement prudent sur toutes les manœuvres invasives. D'accord. Merci pour ces réponses. Nous allons passer à la dernière présentation, mais qui n'est pas des moindres, puisque c'est une question qui devient très fréquente. Que faire des coronariopathies qui apparaissent après le TAVI ? Avec Bernard Chevalier. Bonjour à toutes et à tous. Nous faisons là un rapide survol du problème de la maladie coronaire en post-TAVI, bien soit la diapositive de conflit d'intérêts. La maladie coronaire et la sténose aortique sont deux maladies qui sont liées à l'âge, comme on peut le voir, et donc fréquemment associées, même s'il n'y a pas de lien de causalité entre l'une et l'autre. Par conséquent, on retrouve fréquemment cette association dans les études TAVI, et on voit ici en jaune puis en vert que les études avec risque intermédiaire puis low risque ont une incidence de la maladie coronaire nettement moins importante que les études initiales faites avec le TAVI. Alors, est-ce que la maladie coronaire a un impact sur le devenir après TAVI ? La situation n'est pas si claire que ça. Quand on regarde cette méta-analyse de D'Ascenzo,
On retrouve une association en univarié, mais on la perd en multivarié. Et de même, lorsqu'on regarde dans les données de France Ta Vie, on ne retrouve pas d'association claire entre le devenir après ta vie et la présence d'une maladie coronaire mono, bi ou tritronculaire. La seule chose qui ressort, c'est la fréquence d'association avec une sténose serrée de l'IVIRA. Alors, est-ce que la maladie coronaire est un marqueur de mauvais pronostic ou juste une cause? La question n'est pas si claire que ça. Si on s'en tient aux études regardant l'impact de la revascularisation sur le TAVI, on a tendance à penser que c'est peut-être une cause, puisqu'en faisant une revascularisation avec un syntaxe score résiduel bas, on améliore le pronostic sur la mortalité à 1 an. Et de même, dans l'étude de Farou, qui regroupe la plus large cohorte de patients dilatés avant TAVI, on retrouve un impact positif de la revascularisation complète. Toujours est-il que le management de la maladie coronaire après TAVI commence essentiellement, et c'est très important, au moment du screening et en fait avant le TAVI. Que nous disent les guidelines? C'est bien qu'on peut revasculariser les lésions de plus de 70% dans les segments proximaux. Et puis, il y a plusieurs algorithmes qui ont été publiés qui prennent en compte la sévérité de la lésion coronaire et sa situation, ou la sévérité de l'angor, avec notamment une indication plus forte lorsqu'on est en classe 3 ou 4 de la classification de l'angor. Néanmoins, aucune de ces propositions d'algorithme ne reprend l'AFFR comme critère décisionnel, et pourtant l'AFFR est quelque chose qui est sûr, qui est fiable dans la sténose aortique et qui permet de reclassifier un certain nombre de lésions de l'interventriculaire antérieure. Donc la décision au moment du screening, elle va dépendre de l'évaluation du risque en fonction de la fonction rénale, du risque de la lésion elle-même et de la bithérapie ou trithérapie qui va suivre cette revascularisation, et puis le bénéfice qu'on attend, notamment d'une revascularisation complète avec un syntaxe score résiduel bas, le bénéfice sur l'angor lorsque le patient est angineux, et puis surtout un plus faible recours à l'angioplastie dans le futur. Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce patient qui a eu un TAVI, il va être géré exactement de la même façon que n'importe quel patient du même âge coronarien qui n'aurait pas eu de TAVI pour une sténose aortique. Il faut néanmoins garder en tête qu'on a recours nécessaire dans environ 10% des cas, dans les 3 ans qui suivent le TAVI, à une nouvelle revascularisation, en particulier à cause d'un syndrome coronarien aigu. Et ces patients coronariens font plus fréquemment un syndrome coronarien aigu que les patients non coronariens au moment du TAVI, avec un impact pronostic qui est important. Bien entendu, la difficulté de l'accès coronarien est un élément important pour une nouvelle coronarographie après le TAVI et pour une intervention percutanée. On peut être gêné par les mailles du stent, par la distance avec la jonction signotubulaire, par les noyaux calcaires sur les valves natives, et puis surtout par l'alignement des commissures de la bioprothèse et la jupe de la bioprothèse. Lorsqu'on regarde dans cette étude rétrospective ce qui a pu gêner la réalisation d'une nouvelle coronarographie ou d'une nouvelle angioplastie coronaire, on voit que c'est 2 éléments qui sont à prendre en compte. La profondeur d'implantation qui fait qu'on aura plus ou moins de jupes en face des coronaires, et puis surtout l'alignement des commissures qui peuvent considérablement compliquer l'accès aux coronaires. Ce qui est important, c'est de comprendre que cela s'anticipe, c'est-à-dire qu'on peut résoudre ce problème de positionnement et d'alignement des commissures au moment de l'implantation de la valve. Par le sertissage de la valve Edwards en la sertissant correctement au niveau des commissures et par l'insertion de la valve pour ce qui est de la valve évolute et de la valve accurate. Bien entendu, si on doit retourner dans les coronaires, soit pour un geste diagnostique, soit pour une intervention coronaire, et en particulier pour une intervention coronaire, il va falloir développer tout un tas de petites astuces qui sont très importantes, en essayant différentes cellules, en essayant différentes sortes de cathéters guides, en utilisant éventuellement de cannulations non sélectives qu'on peut ensuite améliorer par un support avec un nouveau guide, par un guide d'extension, par un microcathéter,
Et puis surtout, il ne faut pas hésiter en cas d'échec initial à cathétériser sélectivement les coronaires, à faire un scanner qui va nous orienter considérablement vers la bonne technique pour pouvoir retourner dans les artères coronaires et y faire un geste d'angioplastie. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'un patient pluritronculaire ou un patient ayant une lésion de l'interventriculaire antérieure a probablement un moins bon pronostic après TAVI, qu'il faut considérer la revascularisation complète comme un élément qui va améliorer le pronostic, mais que l'essentiel en fait de la gestion post-TAVI, c'est l'anticipation au moment du screening et au moment du geste de remplacement valvulaire. Comment? En traitant les lésions proximales pour des questions de sécurité, lésions proximales très critiques sur l'IVA, la coronaire droite et surtout sur le tronc commun. Considérer, c'est la stratégie qui est étudiée dans l'étude Notion 3, dont on n'a pas encore les résultats, d'utiliser la FFR pour réaliser une revascularisation qui soit complète sur le plan fonctionnel, et puis surtout prendre en compte la nécessité de retourner dans les coronaires au moment de la sélection de la bioprothèse qu'on va implanter et au moment de l'implantation elle-même par son positionnement et son alignement. Une fois qu'on a fait ça au moment de la pose du TAVI, on a la nécessité de prendre en charge le coronarien et de les prendre en charge exactement de la même façon que n'importe quel coronarien qui n'a pas eu de sténose aortique, en sachant que la réalisation d'une angioplastie après un TAVI est possible, mais nécessite une expertise spécifique. Je vous remercie de votre attention. Bon, merci Bernard pour cette excellente présentation. Nous allons prendre les questions de l'audience, mais j'en profite aussi pour vous dire qu'on a un peu de temps pour des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, y compris sur les précédents topos, on va pouvoir les poser. Donc juste pour commencer, donc, on a l'impression que l'anticipation, c'est un peu le slogan pour la prise en charge des coronaropathies. Si on se décide à faire une angioplastie avant le TAVI, est-ce qu'il y a un délai à respecter? Est-ce qu'on préconise plutôt une angioplastie simultanée ou un délai entre TAVI et angioplastie? Alors, on n'a pas beaucoup de données qui nous permettent de répondre de façon formelle vis-à-vis de ce point-là. La plupart des patients reçoivent une angioplastie avant le TAVI, avec un geste qui est séparé du TAVI, notamment pour des questions de tolérance au niveau de la fonction rénale. Un petit nombre de patients sont traités dans le même temps. C'est plus fréquent aux États-Unis, qui ont l'habitude de façon assez fréquente de faire des gestes combinés. Effectivement, si on fait l'angioplastie après le TAVI, on se met dans une situation un petit peu plus complexe sur le plan technique. Donc là, je n'y vois pas d'intérêt. D'accord. Est-ce qu'il y a des études randomisées sur ce sujet pour le moment? Sur le timing, non. Il y a des études randomisées sur la question de savoir si on revascularise ou pas toutes les lésions coronaires, que ce soit guidé par angiographie ou guidé par évaluation fonctionnelle type FFR, IFR ou FFRCT. D'accord. Hakim, Justement, ma question était là-dessus, Bernard. Quand on fait le bilan pré-TAVI et qu'on fait la coronarographie, on peut tomber sur des lésions coronaires qui sont asymptomatiques sur le plan clinique et tomber notamment sur une sténose très serrée de la coronaire droite et on peut être hésitant à réaliser la FFR. Est-ce que la place de l'IFR est quelque chose de démontré dans le cadre du RAC? Est-ce qu'on peut éviter de faire une FFR? Est-ce qu'on sait que parfois l'injection d'adénosine dans la coronaire droite peut être un petit peu problématique? Alors, les données dont on dispose montrent que dans l'ensemble, la FFR avec adénosine est finalement relativement bien tolérée, pas plus mal tolérée qu'un patient n'ayant pas de sténose aortique. Mais néanmoins, l'IFR est une alternative avec un seuil légèrement différent que le seuil proposé pour les patients sans sténose aortique. Très bien. Bon, je crois qu'on va pouvoir revisiter un petit peu les topos précédents et on va revenir sur l'augmentation des gradients en post-TAVI et notamment lorsqu'on a vu dans le topo d'Hélène, lorsqu'on a une augmentation significative du gradient avec des images d'hypodensité au scanner, eh bien, c'est le traitement anticoagulant qui prévaut. Alors, quelle durée et quel type d'anticoagulant, Hélène ?
Alors, il n'y a pas de règles ni d'études qui permettent de te donner une réponse précise. Ce qui est considéré comme un consensus, notamment dans les études en cours qui nécessitent d'évaluer cette complication, on dit en général 3 mois d'anticoagulation péros et pourquoi pas les nouveaux anticoagulants oraux par rapport aux AVK. Voilà. Mais on peut aussi dire que le gradient sera résolutif au bout de 3 mois, c'est-à-dire que c'est bien de réévaluer le patient, enfin le gradient en échographie au bout de 3 mois. Mais la question de savoir est-ce qu'on laisse les anticoagulants de façon infinie ou non, ça c'est une question non résolue. Et si on n'a pas d'explication, on aurait tendance à laisser le patient sous anticoagulant de façon permanente en fait. D'accord. Encore une question de l'audience pour la thrombose. Est-ce qu'il y a de la place pour la thrombolyse dans les thromboses post-AVI ? Pierre, peut-être ? Pierre, tu as eu une réponse ? Non, pas spécialement. On t'entend pas, Pierre. Moi, j'ai rien vu passer dans la littérature. Bernard. Il y a Bernard qui veut intervenir. Je n'ai pas connaissance non plus de données dans la littérature, un peu par analogie avec les prothèses chirurgicales. On peut dire qu'il y a a priori pas de place puisque, comme l'a bien montré Hélène, en cas de thrombose, et c'est vrai aussi pour les thromboses obstructives, la recommandation est un traitement médical de première intention. Si ça échoue, le risque de thrombolyse est élevé dans toutes les thromboses de prothèse, en particulier compte tenu du risque de fragmentation du thrombus et de complications neurologiques. Donc a priori, on peut dire que cette place est quand même très très réduite, voire inexistante, et c'est vraiment le traitement anticoagulant et pas thrombolytique. J'aurais une question. Oui, pardon. Non, ce que je peux ajouter, c'est que en fait, la situation clinique, elle n'est jamais désespérée. C'est-à-dire que il y a une dyspnée qui se majore, il y a un gradient, mais avoir un état de choc cardiogénique lié à une thrombose de valve, moi, j'en ai jamais vu et c'est absolument exceptionnel. Donc, on a quand même un petit peu le temps de mettre en route le traitement anticoagulant. J'ai une question pour Pierre. On a vu que dans le suivi post-AVI, lorsqu'on fait des scanners systématiques, on a ces images d'hypodensité qui peuvent aller jusqu'à l'augmentation du gradient et l'arrêt de mobilité des sigmoïdes. Dans les séries, Pierre, est-ce que les patients qui sont sous anticoagulants pour une autre cause ont moins d'images de ce type au suivi scanographique ? Oui, donc dans l'étude que je vous ai présentée sur donc l'étude de Chakran-Vaki qui a été publiée en 2017, elle montrait que les patients qui étaient sous anticoagulants, quel que soit le type d'anticoagulant, présentaient moins ce type de phénomène par rapport aux patients qui étaient sous simple et double antiagrégation plaquettaire. On a eu aussi la sous-étude de Galiléo qui montrait que malgré son caractère négatif, finalement, les patients qui étaient sous rivaroxaban avaient également moins ce phénomène d'hypodensité au niveau des valves. Donc, c'est vraiment une question qui est difficile parce que finalement, on a presque une efficacité anatomique et pas forcément, en tout cas, le bénéfice clinique à la clé. D'accord. Merci à tous pour cette session. Donc là, nous avons couvert le suivi post-AVI et certaines complications qu'on peut avoir, que ce soit l'apparition d'un gradient, de l'anticoagulation, les infections et puis les coronaropathies. Merci aux orateurs pour les interventions et merci également à l'audience pour leurs questions. Je pense qu'on arrive vers la fin. Merci aussi à Hakim. Merci Nicole, c'était un plaisir et puis bonne continuation dans le cadre de ce congrès.